L'amour. Tout le monde ressent ou ressentira ce sentiment magique et mystérieux. Grâce aux sciences d'aujourd'hui, il est possible d'en dévoiler les mécanismes intimes. Pour cela, nous avons choisi de vous raconter l'histoire d'une jeune femme, Juliette. Guide dans un musée, elle est fiancée à Bastien, un chef d'entreprise prometteur. C'est pour toi. Il lui propose de vivre avec lui offre une bague magnifique. Ils vont se marier. Tout cela inquiète Émilie, scientifique et meilleure amie de Juliette, qui croit que Bastien n'est pas celui qu'il lui faut. Cupidon, dieu de l'amour, paraît du même avis, car un jour, Juliette éprouve un coup de foudre pour John, son nouveau voisin américain. Et cela pourrait tout changer. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ça fait 10 minutes qu'on klaxonne en bas. T'as pas entendu? Si, j'arrive. Tu m'accompagnes? Ouais. Bastien, le fiancé de Juliette, part au Japon pour ses affaires. Tu vas me mentir. Toi aussi, tu peux me mentir. Il doit revenir juste avant leur mariage. Depuis sa rencontre avec John, Juliette se sent troublée et même un peu inquiète. Son néocortex, la couche supérieure de son cerveau, analyse ses émotions contradictoires. Elle croit toujours aimer Bastien, bien sûr, mais... Cette hésitation de Juliette face à ce qui vient de lui arriver serait une réaction féminine assez typique dans les premières phases de la séduction. Il est là aussi prouvé de multiples manières que la séduction masculine est plutôt une séduction de conquête et la séduction féminine plutôt une séduction de sélection. Donc ça entraîne toute une série de comportements un peu différents. Derrière ces stratégies de séduction, il y a des mécanismes cérébraux un peu différents. Par exemple, la zone qui met en route le circuit de motivation et de plaisir, qui est celui qui est activé dans toute l'histoire amoureuse, chez l'homme, la zone qui met en route ce circuit, la zone du désir sexuel, est très proche d'une zone qui a été repérée comme étant celle de la conquête et de la défense du territoire. Chez la femme, la zone qui met en route le désir sexuel archaïque est proche des zones de la crainte et des zones de l'élevage des enfants, l'élevage des petits. Des zones qui sont stimulées, qui mettent en route ces comportements. Et cela correspond bien à des mécanismes fondamentaux un peu différents. L'homme a une stratégie de conquête, d'action, de prise de risque, et la femme doit d'abord être rassurée avant de pouvoir passer à la phase suivante de la relation amoureuse. C'est pourquoi tous les sens de Juliette sont en éveil. La vue d'abord. Les rayons lumineux qui composent l'image de John vont s'imprimer sur sa rétine. À l'université de Louvain, ce spécialiste du comportement décrypte le langage non-verbal du corps et du visage. Un langage qui s'adresse à notre vision pour nous séduire. Le balayage du regard est fondamental, aussi bien pour les femmes qui veulent attirer l'attention des hommes qu'elles regardent, que pour les hommes qui doivent reconnaître par le regard que la femme les a sollicités. Et le regard, évidemment, est aussi un signe, je dirais, de réceptivité, mais assuré, qui fait que je suis prêt à prendre contact avec toi, même si on ne se connaît pas. En liant sociologie et psychologie appliquée, Nicolas Guéguin analyse nos comportements les plus quotidiens. Il confirme la puissance séductrice du regard. Sur de simples photos, le regard a un impact. On l'a pu montrer dans des recherches expérimentales où on présentait deux photos identiques d'une même personne, même coiffure, même visage, mais regardant en face de l'objectif au moment de la prise ou regardant ailleurs, eh bien on constate que les hommes trouvent cette femme plus belle lorsqu'elle les regarde. Donc sur les publicités, on observe exactement la même chose. Les publicités que l'on côtoie dans la rue, on trouve la publicité plus attrayante lorsque la personne nous regarde. Nous savons que 24%
des 52 signes de sollicitation, eh bien, sont du type regard. Le regard comment? Court, direct, ou alors prolongé, mais attention, pas de signaux faciaux, parce qu'il y a le regard, mais il y a aussi la mimique. Pas de signaux faciaux ni d'anxiété, ni de menace. Car si je regarde d'une manière neutre quelqu'un, je stresse cette personne. C'est notre héritage primatologique. Regard soudain, fixe et prolongé, il est menaçant. Donc, il faut que les regards soient associés à des relèvements de sourcils. Il faut que les regards deviennent aussi oscillants et puis directs. D'accord? Prolongés, mais aussi ponctuels. Et il faut évidemment qu'ils soient associés, bien entendu, à des sourires porteurs substantiels, fréquents. Des recherches utilisant un appareil qu'on appelle un oculomètre qui permet de regarder exactement où une femme regarde montrent que quand on leur présente une photo d'homme, que ce soit le visage ou le corps entier, la première chose qu'elles regardent, ce sont les yeux. Et on a pu montrer également que les femmes avaient des capacités de diagnostic des hommes qui les regardaient, même lorsqu'ils essayaient de les regarder discrètement. Vous voyez, en les regardant en coin, en étant très éloignées, elles sont capables de repérer les hommes qui sont en train de les regarder. Donc, vraisemblablement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la séduction. Et on voit bien que de tous les comportements non verbaux, que ce soit pour les hommes et les femmes, c'est souvent le regard qui arrive en premier. À Vienne, Karl Grammer a mené des recherches avec ses étudiants sur le lien entre le regard et d'autres comportements dans le déclenchement de la séduction. Le regard est le signal de base. Le regard accompagné d'un sourire est la messe édite. Cela confirme ce qu'un de mes étudiants avait découvert, que se tenir à proximité est le premier pas. Les femmes seules qui fréquentent les bars, en Europe en tout cas, évitent la proximité des hommes. Elles restent d'abord un peu à l'écart. Et une fois qu'elles ont choisi un homme, elles ne font qu'une seule chose. Elles viennent se placer juste à côté de lui. Et elles attendent son regard. Au-delà de la rétine, l'image de John, convertie en influx nerveux, est transportée par le nerf optique et envoyée directement dans le cerveau limbique de Juliette, son cerveau des émotions. C'est pourquoi un simple regard peut nous bouleverser. Dans le cerveau des émotions, des molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs sont alors sécrétées. Elles permettent les connexions entre neurones, qui s'activent selon des circuits multiples et dans plusieurs zones du cerveau. Parmi ces neurotransmetteurs, agissant au niveau des synapses, l'espace microscopique entre les neurones, la dopamine. Ces molécules, représentées ici en rose, ont un effet dopant. La dopamine nous motive. En se transportant d'un neurone à l'autre, elle permet à l'influx nerveux de circuler dans une série de zones qu'on appelle circuit de la récompense. Alors Juliette ressent du plaisir. Et la partie de son cortex moteur qui commande les expressions du visage réagit. Juliette sourit. Juste après les regards et en association avec les regards, vous avez 3 ou 4 types de sourires. Cela représente 17% du répertoire de la séduction active ou passive. Les sourires qui sont réellement charmants, attirants, séduisants, ce sont les vrais sourires. Il y a des faux sourires de séducteurs. Mais le vrai sourire consiste en l'activation d'abord des muscles zygomatiques majeurs et mineurs, clairement, qui font évidemment voir les dents du haut et quelquefois les gencives. Donc on ne sourit pas comme ça, ni comme ça. Deuxièmement, l'action des muscles frontaux qui font qu'on relève les sourcils, quelquefois même avant de sourire. Troisièmement, le muscle orbiculaire des paupières qui crée des pattes doigts. Et l'action conjointe de ces 3 muscles font que l'orbiculaire des paupières supérieures
s'abaisse progressivement quand vous souriez. Les faux sourires, évidemment, sont extrêmement statiques, n'ont pas ces trois éléments, sont trop courts, sont trop longs, voyez-vous. Et il faut que je vous dise que les femmes sont meilleures que les hommes pour reconnaître les vrais sourires des sourires trompeurs. Selon des études, les femmes seraient même les spécialistes du sourire dans l'espèce humaine. Lorsqu'on examine par exemple des milliers et des milliers de photos de prise de vue de garçons et de filles, on constate que jusqu'à l'âge de 10-11 ans, le taux de sourire entre garçons et filles est exactement le même. Et au moment où la puberté naît, eh bien, on voit que les filles commencent à sourire beaucoup plus que les garçons. Et vraisemblablement, c'est un outil de séduction. Et nous, on l'a testé dans différentes circonstances. On s'est rendu compte par exemple qu'une autostoppeuse qui sourit est bien plus souvent prise, comparativement à la situation où elle ne sourit pas, que lorsque c'est un homme qui sourit. Vous voyez, vraisemblablement, il y a un effet attracteur du sourire. C'est un comportement très anodin, mais qui est très attracteur, et vraisemblablement, ça ne marche que lorsque c'est produit par une femme. Vous voulez un petit drink? Oui. J'ai fait du thé. Tu aimes le thé? Oui. Excuse-moi, je suis désolée. Ah mais si, c'est grave, parce que tu sais, le thé, ça tâche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner ta veste. Hop, non mais oui, donne-moi ton t-shirt, tu sais quoi, je vais te le laver. Hop là. Non. 2 secondes. Elle est toujours comme ça? Oui. Je vais aller en bas pour changer le haut. D'accord, oui, c'est mieux. Excuse-moi. John, tu veux venir dîner ce soir? Ok. Si t'allais te refaire une petite beauté, là, non? Quoi, tu me trouves moche, c'est ça? Non, pas du tout. Juste un peu échevelé, quoi. Attends, sans ça d'abord avant. C'est le t-shirt de John. Les odeurs, surtout si elles proviennent d'un prince charmant, ont un pouvoir immense. Pourquoi? Les molécules odorantes échappées du t-shirt de John remontent dans le nez de Juliette, où elles entrent en contact avec les extrémités des neurones olfactifs. Car oui, des neurones sont à l'air libre en haut de nos fosses nasales. L'information est aussitôt envoyée dans le cerveau des émotions. C'est le trajet sensoriel le plus direct entre stimulus et sensation. Des connexions se produisent aussi avec cet organe cérébral qu'on appelle l'hippocampe, l'un des centres de notre mémoire. Les souvenirs de nos émotions y sont stockés. Par le miracle des connexions neuronales mémorielles, le parfum de John rappelle aussitôt son image et le plaisir qui y est associé. Sentir des t-shirts et juger de l'attraction des odeurs, ça peut aussi se faire scientifiquement. C'est ce qui a permis à Karl Grammer d'établir un lien surprenant entre odorat, système immunitaire et choix d'un partenaire amoureux. Nous avons pu montrer qu'il y a environ 300 substances différentes qui sont dégagées en permanence par notre corps. Donc chaque personne a une odeur différente des autres. Nous pensons que tout cela est lié au fonctionnement du système immunitaire. En effet, l'odeur n'est pas directement produite par le corps, mais par des bactéries à sa surface. Et ces bactéries ne sont pas les mêmes pour tous, car chaque système immunitaire ne permet qu'à certaines d'entre elles de proliférer. On pense que ce pourrait être un critère de sélection du partenaire amoureux. Attendez, vous voulez me faire croire qu'en respirant ce t-shirt, je sens que John et moi, on est fait l'un pour l'autre? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, enfin, je reconnais qu'on est bouché. Donc, en fait, on serait comme les chiens. C'est ça, on se sent pour s'aimer. C'est ça, des chiens, des chiennes. Non mais je sais pas de quoi on parle là. Parce que j'ai l'impression que tout le monde oublie que je vais me marier avec Bastien dans 1 mois quand même. Merci, super. Ça, c'est le torchon, hein. Fais gaffe. À moins que tu sois amoureuse du jarret de veau que Juliette est en train de préparer. En période amoureuse, on fait beaucoup plus attention à son apparence.
et pas seulement les femmes. Parce que ce coup de foudre, on n'est pas encore sûr qu'il soit partagé. Notre néocortex nous conseille de séduire et de mettre tous les atouts dans notre jeu. Toute la surface de notre peau se renouvelle une fois par semaine environ. Notre apparence est donc bien moins immuable qu'on ne le pense. Mais aux yeux de Juliette, le moindre détail compte. Enfin, l'un et l'autre sont prêts pour une soirée capitale. Bougez pas, je vais ouvrir. Hi. J'ai apporté tout pour faire le mojito, tu connaissais? Oui. La séduction passe par un langage du corps. Juliette sait que les hommes sont fascinés par des jambes en talons aiguilles, qui prouvent la souplesse et l'équilibre du corps, donc sa jeunesse. Sous le regard de John, ses sensations sont exacerbées. Sous la plante de ses pieds, elle imagine les capteurs qui décryptent le terrain. Depuis l'oreille interne, son cerveau est informé de son déplacement dans l'espace. Oui, si tu as aussi le glace cassé. Ses yeux, enfin, la renseignent sur les obstacles, évaluent les distances. Surtout, pas de gaffe. Merci. Vous aimez le mojito? Vient ensuite l'étape du rapprochement, de la conversation et du partage. Pour faciliter le bon déroulement de cette relation qui devient de plus en plus harmonieuse, il y a un certain nombre d'expériences qui ont pu montrer qu'il y a des situations facilitantes, qui sont d'ailleurs essentiellement des situations émotionnelles. Que ce soit le Grand 8, un film d'horreur, un tour à moto. Pour ça que les jeunes hommes prennent souvent des risques auprès des femmes pour leur montrer qu'elles peuvent avoir peur mais qu'ils sont là pour les protéger. Oh. Je boude. C'est pas Il doit y avoir un partage des émotions positives et c'est pour ça que l'on échange sur des situations de plaisir et de bonheur. Alors ce sont des films, c'est l'art, c'est des vacances, c'est des lieux. Tu te sens pas un peu en trop? Non mais pas du tout. S'il pouvait même s'enrouler une petite pelle tout de suite là, ça m'arrangerait. Il y a une harmonisation émotionnelle et qui facilite la reconnaissance de l'autre comme pouvant être celui qui nous est tout à fait proche et qui nous comprend dans la mesure où il partage nos émotions. Il existe aussi des signes non-verbaux de séduction totalement incontrôlables. L'un des plus étonnants est la mydriase, c'est-à-dire la dilatation des pupilles qui rend le regard profond et attirant. De tels signaux non-verbaux sont répertoriés par les psychologues du comportement. Mais à vrai dire, on n'a pas attendu la science moderne pour les repérer et les utiliser. Autrefois, les femmes mettaient dans leurs yeux quelque chose qu'on appelait la belladone. C'était un produit qui dilatait les pupilles. Les femmes savaient que les hommes paraissaient plus attirés par elles lorsque leurs pupilles étaient dilatées. En effet, lorsqu'on est sexuellement excité, nos pupilles se dilatent. Mais un homme ne dira pas « je suis attiré par elle parce qu'elle est sexuellement excitée ». Il ne saura pas pourquoi il est attiré, ni quel facteur joue là-dedans. Un de ces facteurs peut être l'odeur. Les femmes utilisent du parfum pour masquer leurs odeurs corporelles, alors que ces odeurs donnent des indications sur la jeunesse, sur l'alimentation. Donc il y a un certain nombre de facteurs auxquels les gens répondent en disant « il est attirant, elle est attirante », mais dont ils ne sont pas conscients. On peut faire des expérimentations dans lesquelles on change la largeur des pupilles, ou dans lesquelles on rend une odeur plus ou moins saine, et montrer que ces facteurs dont les gens sont inconscients influencent pourtant leur jugement sur l'attractivité des personnes. Autre phénomène inconscient, en tête-à-tête, les gestes des amoureux se synchronisent. Un comportement typique observé par les éthologues. Excuse-moi, je suis désolée. La synchronisation progressive des signaux atteste, je dirais, l'efficacité de la séduction mutuelle. Les regards deviennent synchrones, la dilatation des pupilles évidemment est prolongée, les rires sont simultanés,
on se rapproche d'une manière simultanée, on s'écoute beaucoup plus longtemps et on parle en même temps. Il y a des mouvements des jambes tout à fait incontrôlés, j'ai pu observer, qui sont exécutés en même temps, alors que les protagonistes n'ont aucune vision de leurs jambes. Je voulais dire, c'est délicieux. J'adore ce cocktail, super. Bon, pareil. On a affaire à ce moment-là à l'expression éthologique d'un attachement, d'un début d'attachement, c'est-à-dire une structure interpersonnelle entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux? Danser. Non, je sais pas. Cette harmonisation des comportements que l'on trouve chez les amoureux qui sont en train de mettre en place leur relation amoureuse, elle a peut-être une explication neurobiologique. Les scientifiques travaillent en ce moment sur les neurones miroirs. Les neurones miroirs ont été découverts d'abord chez l'animal puis chez l'homme, d'abord pour des comportements extrêmement simples. Quand on voit un partenaire en face faire un mouvement, qu'on regarde le mouvement, dans notre tête s'illuminent, se mettent en route les mêmes neurones que ceux que fait le partenaire. De la même manière, quand un partenaire a une sensation, nous avons dans la tête les mêmes voies sensitives qui s'illuminent. Puis après on est allé un peu plus loin et on s'est rendu compte que quand le partenaire souffre, la perception de la souffrance passe par ces trajets dits des zones miroirs. Et on est en train de penser, les scientifiques pensent que ces neurones miroirs sont pour beaucoup dans l'empathie que l'on peut avoir pour autrui. Et moi j'y verrais volontiers quelque chose qui permettrait de comprendre ce qui est un des mouvements fondamentaux de l'amour, qui est le désir du désir de l'autre. Quand on est amoureux, on a envie que l'autre vous désire. On le désire, mais on a aussi envie qu'il vous désire. On peut penser que c'est par ces mécanismes des neurones miroirs que pourrait s'expliquer cette espèce de richesse qui est cette perception et ce besoin du désir et du sentiment de l'autre. Lorsque Juliette danse avec John, son cerveau limbique traite tous les stimuli sensoriels qu'elle reçoit et les compare avec des tourbillons de souvenirs concernant des situations équivalentes. Et comme ne reviennent de sa mémoire que des signaux positifs, Juliette est rassurée. Elle peut s'attacher à John sans crainte. Alors Juliette sent monter son désir. Son cerveau limbique suractivé la pousse à passer à l'acte, là, tout de suite. Et pourquoi pas? C'est compter sans le néocortex, notre gendarme intérieur, la voix de la raison. Grâce ou à cause de lui, il y a des choses qui ne se font pas. Je disais qu'il y a des choses qui ne se font pas. Sorry. Pardon. Oh my God. Eh oui, il faudra attendre l'autorisation du néocortex pour laisser libre cours à ses fantasmes. Mais l'attente du passage à l'acte attise encore les sens. Après la vue, l'audition joue son rôle dans la séduction. La voix de John est inconsciemment devenue plus douce, caressante. Ses ondes font vibrer le tympan de Juliette. De l'autre côté du tympan, une série d'osselets transmettent les vibrations à l'intérieur d'une structure en forme d'escargot, la cochlée. Là, des cellules ciliées les changent en un flux électrique qui vont directement exciter le cerveau des émotions de Juliette, encore lui. Le plaisir déclenché rend la voix de John érotique et inoubliable. La synchronisation est également vocale. Est-ce que la voix est une voix de sollicitation et de séduction, ou est-ce que c'est une voix de réceptivité positive très aiguë chez la fille, ou par exemple, est-ce qu'il y a une synchronisation dans la voix, c'est-à-dire que l'homme, qui a une voix mature et relativement puissante à cause de la testostérone, commence progressivement à parler de plus en plus de manière féminine. Ça, c'est un très bon critère. Après la vue et l'audition, le toucher. John et Juliette franchissent l'étape importante des premiers contacts. Leurs mains se frôlent, esquissent des caresses à venir.
Tout se passe sous la peau. Plus de 100 récepteurs par centimètre carré captent les sensations déclenchées par la main de John, sa pression, sa chaleur, et les transmettent à des milliers de terminaisons nerveuses. Ce contact, converti en influx nerveux, remonte le long de la moelle épinière jusqu'au cerveau. Pour évaluer l'impact du toucher dans une relation qui se noue, Nicolas Guéguin a travaillé sur le terrain, à Vannes, avec ses étudiants. On a mis au point un protocole expérimental dans lequel on demandait à des jeunes garçons d'aborder des jeunes filles dans la rue en leur demandant leur numéro de téléphone. Et puis en formulant cette requête-là, discrètement, il touchait la jeune fille 1 seconde sur l'avant-bras. Donc vous voyez, c'est pas un comportement problématique, un simple contact tactile. Et on s'est rendu compte que, d'une part, les jeunes filles accordaient plus favorablement un numéro de téléphone au jeune homme en situation de contact tactile. Mais en même temps, lorsqu'elles donnaient ce numéro de téléphone, elles donnaient moins souvent un faux numéro, puisque un certain nombre donnaient un faux numéro, ce nombre était moins important en situation de contact tactile. Ensuite, elles ont été abordées par une enquêtrice qui leur disait là, il y a un jeune homme qui vient de vous aborder, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de ce jeune homme à l'aide d'un certain nombre d'échelles. Et on s'est rendu compte qu'elle le trouvait plus attirant, plus sensible, et puis également plus dominant, c'est-à-dire plus sûr de lui. Alors le comportement tactile entre les hommes et les femmes varie au cours de l'évolution d'un couple. On a montré des choses assez amusantes. Au début d'une relation, c'est surtout l'homme qui recherche le contact tactile. Il va toucher beaucoup plus le bras de sa compagne. Dans la rue, ça va être lui qui va vouloir plus favorablement lui prendre la main. Et puis au fur et à mesure que le couple s'installe, dure, on constate qu'ensuite il y a équilibre de ces demandes entre les hommes et les femmes de contact tactile. Et au bout de 3 ans, environ 3-4 ans, on voit émerger l'effet inverse. Ce sont les femmes qui recherchent le contact tactile auprès de leur homme. Donc par exemple dans la rue, c'est elles qui vont tendre la main pour que l'homme la leur donne. À une terrasse de café, c'est elles qui vont toucher la main de leur compagnon, alors qu'au début de la relation, c'était l'inverse. Donc effectivement, on voit qu'au fur et à mesure de l'installation du couple, l'utilisation d'un même comportement qui est le contact tactile varie. Alors pourquoi on pense que les hommes, au début de la relation, cherchent à matérialiser le désir de montrer aux autres, notamment aux autres hommes, que cette femme est avec eux, c'est leur partenaire, c'est leur compagne, alors que lorsque la relation s'installe, il n'y a plus à démontrer, puisque la confiance s'est installée envers la partenaire, il y a plus cette peur des autres chez les hommes, donc ils abandonnent un peu plus ce comportement, alors que les femmes, là, sont persuadées qu'elles ont le compagnon de leur rêve, la relation s'est bien installée, et là, c'est le désir d'avoir ce contact, cette sensibilité qu'apporte le toucher, qui est recherché par elles. C'est pas que je m'ennuie, il est minuit, et... il est minuit, mais je dois aller à répétition pour mon band. Vous venez nous écouter demain? Ah ouais, carrément. Okay. Merci, c'était... very nice. Great time. Demain. Ok. Alors, tu le trouves comment, ce John? Sympa. Ouais, il est sympa. Sympa. Très sympa. Attends, t'as vu où tu t'assois, là? Non. Exactement à la place de John. Émilie, c'est le canapé. Tout le monde s'assoit sur le canapé, non? Non, mais pas du tout. Tu as été attirée à cet endroit précis uniquement par ton flair. Parce que John a laissé ici ses phéromones et les molécules de son odeur. Tout dépend de votre définition des phéromones. Si vous définissez une phéromone comme une substance très volatile, transportée par l'air, et qui provoque immédiatement un comportement, ce qui est la définition initiale, eh bien ce genre de substance très volatile n'existe pas chez les êtres humains. Premier point. Mais il existe des substances qui sont produites par les glandes hypocrines, des substances produites dans la peau, des substances produites dans les sécrétions vaginales, etc., qui modifient nos états de perception interne et qui modifient nos taux d'hormones. Et cela, il y a une vraie possibilité que cela existe.
Les phéromones ne sont pas des molécules odorantes. On ne peut donc pas les sentir, à proprement parler. Mais on pense qu'elles sont tout de même traitées dans notre nez par un minuscule organe sur sa paroi interne. La plupart de ces substances semblent changer la perception et l'élaboration cognitive dans certaines situations. Par exemple, vous pouvez montrer à des gens des photos de personnes. Sous l'influence de phéromones, leur perception de ces personnes sera différente. Vous pouvez utiliser des phéromones et l'état hormonal, principalement le taux de testostérone chez l'homme, sera modifié. Un psychologue américain a voulu vérifier expérimentalement non seulement que les phéromones existent bien chez l'être humain, mais qu'elles jouent sur l'attirance entre hommes et femmes. Pour prouver cela, nous avons pris des jeunes femmes entre 19 et 22 ans. Elles ne prenaient pas la pilule et n'avaient pas de petite amie à ce moment-là. Nous leur avons donné une lessive spéciale pour leur literie, un shampoing sans odeur, une liste de ce qu'elles devaient manger ou pas. Nous voulions éviter toute contamination olfactive d'autres sources. Ensuite, elles ont porté des t-shirts que nous leur avons fournis pendant leur période d'ovulation, 3 nuits durant. Puis, à ces mêmes femmes, nous avons donné d'autres t-shirts qu'elles ont portés lorsqu'elles n'ovulaient plus. Donc, chaque femme avait la même odeur en période d'ovulation et hors ovulation. Et leur odeur était tout à fait sous contrôle. Ensuite, nous avons donné à des hommes 2 sacs avec ces t-shirts et on leur a demandé de les sentir et de nous dire ceux qu'ils trouvaient sexy et agréables. Pratiquement tous les hommes ont dit que ceux portés durant la période d'ovulation, donc de fertilité, ces t-shirts-là sentaient très bon. Comme c'était la même odeur, c'est donc bien qu'il y a une phéromone émise par les femmes en période d'ovulation. Et je pense que sa fonction, c'est d'augmenter l'éventail des partenaires potentiels. Si une femme en période d'ovulation se montre sur une piste de danse, dès que les hommes pourront la sentir, elle en aura plusieurs autour d'elle et elle aura un meilleur choix. Tout comme pour la dilatation des pupilles, les hommes ont eu depuis longtemps l'intuition des phéromones. C'est ce qu'a découvert cet auteur d'une histoire de la conquête amoureuse. On constate que des choses qu'a posteriori, on peut interpréter comme une utilisation des phéromones, ont été utilisées. Par exemple, ce qu'on appelait le fruit pocheté au XVIe siècle, à l'époque où la mode vestimentaire pour les hommes était des braguettes assez proéminentes et creuses. On gardait une orange, un fruit, une poire dans sa braguette que l'on offrait à une jeune fille. A posteriori, on peut se dire que les phéromones ont pu jouer là-dedans, de même que les jeunes filles pouvaient prendre un objet, le mettre sous leur aisselle ou dans leur corsage avant de le donner à un homme. C'était interprété de façon tout à fait symbolique à l'époque, mais peut-être que les phéromones ont joué à ce moment-là. Et puis, l'autre aspect des phéromones, c'est un aspect, je dirais, théorique. Et là, à différentes époques, on a considéré que l'amour ne venait pas d'une flèche de Cupidon ou d'une grâce qui tombait du ciel, mais de phénomènes très physiques. Et je pense par exemple en 1748 à un livre de Diffeng de la Roche qui est totalement oublié aujourd'hui et qui parlait d'une matière sympathique qui circulait entre l'homme et la femme, qu'il comparait de temps en temps à une sorte de transpiration, et là on revient de la thématique des phéromones, mais aussi à des rayons lumineux, puisqu'il pensait qu'elles pouvaient se transmettre par le regard. Donc là nous sommes plus dans une thématique ancienne, et là il y a
une intuition, je dirais, de cette matière impalpable qui se transmettrait de l'homme à la femme et qui expliquerait que l'on tombe amoureux. Je pense que l'industrie du parfum aimerait que ça déclenche un comportement sexuel. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Les êtres humains ont un contrôle cognitif. Nous avons aussi un faible niveau de perception et aucun moyen de contourner ce contrôle. Alors que les phéromones fonctionnent à ce niveau-là. Donc on peut changer d'attitude face à notre environnement lorsqu'on sent quelque chose. Mais nous ne sommes pas comme les chiens chez qui cela modifie le comportement. Les molécules odorantes laissées par John remontent en haut du nez de Juliette au niveau de la placode olfactive. Là, ces neurones olfactifs sont excités selon la composition très précise de ces molécules, ce qui donne une sorte de cartographie unique à l'odeur de John. C'est pourquoi Juliette la reconnaît sans se tromper, comme Marcel Proust reconnaissait sa Madeleine. Allez-y les filles, je vais payer. Classe! Le lendemain de leur première soirée d'approche amoureuse, Juliette se rend au concert de John. I don't wanna spend my whole life to live on my own. Danser à nouveau avec Juliette, la tenir serrée contre lui excite John. L'érection, signe patent de cette excitation, est une véritable mécanique de précision. Il y a d'abord la vue qui intervient. On a vu que la vue était très importante comme excitation chez l'homme. Ça va déclencher le système limbique, le cerveau des émotions, qui existe aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et ce cerveau des émotions va déclencher deux choses. D'une part, un système hormonal en agissant sur l'hypothalamus, et le système hormonal va commander par le biais de l'hypophyse d'agir sur les testicules chez l'homme, qui va sécréter un peu plus de testo et d'hormones en fait pour faire réagir tout cela. Mais en même temps que ce système hormonal, il y a au niveau de la colonne vertébrale, donc derrière, une action sur les nerfs. Et du coup, cette action sur le nerf va faire qu'il va y avoir un message qui va être envoyé par le biais de la colonne vertébrale jusqu'au nerf qui arrive à la verge. Le nerf va donner le déclenchement de détendre les corps caverneux, c'est-à-dire ce qui se passe, ce qui existe dans la verge. Ça va permettre au sang qui arrive par les vaisseaux, par l'artère en général, ça va gonfler la verge. Une fois que la verge est gonflée de sang, c'est-à-dire que l'éponge qui est dans le corps caverneux va se gorger de sang, donc elle va grossir de plus en plus. Elle va plaquer les veines qui sont tout autour, et comme elle va les plaquer, elle va les bloquer. Et du coup, le sang reste piégé dedans, et la verge est en bon état de dureté. It's all about love. It's all about love. Malheureusement, ce mécanisme est parfois fragile. Mais ce qui vient compliquer un peu plus tout ça, c'est que le nerf va transmettre le message envoyé par le cerveau sur le plan mécanique, physiologique, mais aussi sur le plan psychologique. Et pour peu qu'il y ait un peu de stress, ce n'est plus le système parasympathique qui va détendre les choses qui vont agir, c'est plutôt le système sympathique qui n'est pas très sympathique à vrai dire, parce qu'il va décharger de l'adrénaline, et comme il va décharger de l'adrénaline parce qu'on a peur que l'érection ne vienne pas, que c'est une nouvelle partenaire, comment est-ce qu'on va être à la hauteur, enfin des choses de ce genre, et à ce moment-là l'adrénaline va agir là-dessus et va empêcher les corps caverneux de se détendre, et du coup on rentre dans cette spirale-là, et alors après une fois que c'est pas détendu, que l'érection ne vient pas, la crainte s'installe, et comme ça ne marche pas, ça bloque, comme ça bloque, ça ne marche pas, et on est dans un cercle vicieux. Vous êtes combien ? Après le concert, John et Juliette, toujours épiés par leurs amis scientifiques, vagabondent dans la nuit parisienne, avides de se connaître plus intimement. Et au bout de cette nuit de confidence, enfin, c'est le premier baiser. Un moment d'échange intense, une étape capitale dans un amour naissant. Et ça nous ramène en fait à l'enfance,
le baiser, c'est la première chose, et tout ce qui se passe au niveau des lèvres, c'est la première chose que le bébé même découvre, avec la tétée, avec la succion, avec le plaisir de tout ce qui vient de là. Et donc c'est quelque chose de réellement, c'est l'intime de l'intime. Vraiment crucial. Ça l'est non seulement parce que vous collectez beaucoup d'informations, s'il y a de la tendresse, de l'impatience, s'il y a trop de dureté, s'il y a de l'écoute ou pas. Non seulement on goûte à l'autre quand on l'embrasse, et on peut savoir ce que la personne mange ou boit, mais on peut aussi la sentir, voir clairement dans ses yeux, caresser sa peau, ressentir ses caresses et l'écouter. Donc une énorme partie de notre cerveau crépite sous l'afflux d'informations. Le baiser est une mécanique plus complexe qu'on ne l'imagine. La zone de la bouche comprend des millions de terminaisons nerveuses qui la rendent ultra sensible. 29 muscles, dont 17 pour la langue seule, sont mis en action. Toutes les sensations transmises au cerveau activent des neurohormones, la dopamine qui nous motive, mais aussi l'ocytocine, ces points lumineux dorés. Neurohormone des câlins, l'ocytocine nous attache l'un à l'autre. Elle renforce la libération de dopamine. Elle affaiblit aussi notre esprit critique et nous rend merveilleusement aveugles aux défauts de l'autre. Donc c'est bien vrai, l'amour est aveugle. Le baiser est presque universel chez les humains et très courant chez d'autres mammifères. On peut en déduire qu'il répond à un objectif biologique et on commence à découvrir certaines de ses fonctions. Des scientifiques ont étudié ce qui se passe lors d'un baiser. Les femmes sont vraiment capables de percevoir des aspects du système immunitaire de l'homme lorsqu'elles l'embrassent. Elles sont plus poussées vers celui dont le baiser indique qu'il leur est complémentaire par certaines parties de son système immunitaire. Elles captent donc ces informations par l'odorat. Par ailleurs, la salive masculine contient beaucoup de testostérone et il est possible que les hommes se servent du baiser pour envoyer de la testostérone. Ils aiment les baisers très mouillés, bien plus que les femmes. C'est pour nous envoyer de la testostérone et déclencher ainsi en nous le désir sexuel. En fait, l'un comme l'autre adopte des stratégies héritées de l'évolution. C'est la femme qui sera enceinte pendant 9 mois, passera par les dangers de l'accouchement et élèvera la petite tribu. Plus que les hommes, elle a besoin d'informations. Et dans la perspective masculine, il est adapté d'essayer d'accélérer les choses pour projeter son ADN vers le futur. Ils viennent d'entrer chez John. Emily, qu'est-ce que tu fabriques? Pour Juliette et John, après ce premier baiser, tout s'emballe. La testostérone a déclenché le désir. Ils ont juste le temps de monter dans l'appartement de John. Tu trouves pas que tu vas un peu loin? Parfois, j'ai l'impression que tu te rends pas compte que nous travaillons pour le progrès de l'humanité. Tu vas voir ce que tu vas voir. Amène-toi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Entre Juliette et John, qui ont pensé à se protéger par un préservatif, les préliminaires débutent. Ils renforcent le désir et préparent le corps à l'acte sexuel. Isolés du reste du monde, les amants sont concentrés sur leur sensualité et sur les émotions que leur procure leur partenaire. Au fur et à mesure des caresses, les préoccupations du quotidien s'envolent. L'essentiel de l'activité cérébrale se focalise sur les sensations. C'est d'ailleurs la condition indispensable à une montée harmonieuse du plaisir. Les préliminaires ou les préludes, c'est quelque chose qui commence à être intégré depuis un certain temps maintenant, mais intégré aussi bien par les femmes que par les hommes. Pendant longtemps, jusqu'aux années 70, disons, les femmes l'espéraient toujours et peu d'hommes l'entendaient. Et puis, depuis la révolution dite sexuelle des années 70, les femmes d'abord et les hommes ensuite ont découvert que la plupart des femmes demandaient ces préliminaires et qu'elles étaient justement très sensibles aux caresses et qu'elles souhaitaient que leur partenaire s'occupe d'elles de cette manière-là.
Les préliminaires répondent aussi à une différence physiologique. Si les hommes sont prêts à la pénétration en moins de 2 minutes, l'excitation nécessaire demande jusqu'à 10 fois plus de temps pour les femmes. Ce qui importe pour l'homme, c'est d'avoir une érection et de ce fait être en mesure d'avoir une pénétration et de ce fait d'avoir une éjaculation, c'est-à-dire un orgasme et du plaisir. Une des grandes différences qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est que la femme souhaite réellement qu'on s'occupe d'elle en tant qu'individu et non pas de telle ou telle partie de son corps, quoi. Elle aime bien qu'il ait envie d'elle, dans sa globalité, et non pas que telle ou telle partie de son corps le stimule lui comme un objet érotique, quoi. Dans le corps de Juliette, les battements du cœur accélèrent. Le sang pulse et afflue vers certaines zones du corps particulièrement sensibles. Stimulées, ces zones augmentent le niveau d'excitation sexuelle. Dans les zones érogènes, il y a les zones au niveau cellulaire, c'est-à-dire au niveau de la cellule, qu'est-ce qui peut déclencher ceci ou cela. Et on a pu découvrir des corpuscules de volupté, qu'on a appelé comme ça, parce que le mot était joli, et qui existent surtout au niveau de la vulve, hein, et aussi au niveau des seins. Hein, donc ces corpuscules-là, ce sont des récepteurs de plaisir. Et si on stimule ces corpuscules, qui sont des petites cellules non visibles comme ça, mais qui sont sous la peau, quoi, par exemple, ou à surface de peau, à ce moment-là, ça va faire des réactions d'excitation, avec les deux excitations les plus visibles à l'œil nu. C'est d'une part le mamelon qui va grossir et se durcir, et d'autre part la lubrification qui va se faire chez la femme. Grâce aux caresses de John, et tandis que les glandes de Bartholin sécrètent leur lubrifiant, le vagin de Juliette s'allonge et change de forme. C'est ce qu'ont révélé des expérimentations menées avec des amants dans un scanner. Après les préliminaires puis la pénétration, Juliette et John atteignent une phase en plateau, où leur excitation est longuement contrôlée et entretenue. Dans le pénis de John, des milliers de vaisseaux sanguins irriguent les corps caverneux et assurent ainsi le maintien de l'érection. Mais pourquoi aime-t-on à ce point faire l'amour? Parce que c'est un moment où les neurohormones baignent notre cerveau, activant les zones liées au plaisir. Il y a la dopamine, notre dopant naturel, qui nous pousse à l'action. Puis la lulibérine, libérée par l'excitation sexuelle, qui euphorise. L'ocytocine, enfin, déclenchée par le plaisir et qui nous attache l'un à l'autre. C'est le wifi qui accroche pas, quoi. Oh, écoute, non. Ils vont arriver dans la montée vers l'orgasme, là, juste avant l'accélération finale. Non. Ça m'énerve de rien pouvoir observer, là. Le chef d'orchestre du désir, c'est quand même le cerveau. Hein. C'est pour ça qu'on dit que le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. C'est ça qui va être réellement le chef d'orchestre de tout le corps par rapport à ça. Et le désir, c'est vraiment l'appétit, la pulsion pour aller vers l'autre. Alors que sinon, le reste, c'est ça pourrait être de la mécanique. Woody Allen disait mon cerveau est mon deuxième organe sexuel préféré. Je pense que c'est le premier organe sexuel parce que c'est celui qui permet de percevoir le plaisir, mais c'est aussi celui qui nous donne toute sa valeur et qui nous permet d'aller le rechercher après. On sait bien ce qui se passe dans le cerveau au moment de l'acte sexuel. Le désir sexuel se met en route avec la sécrétion de testostérone, chez l'homme comme chez la femme. Puis, au moment où se met en route l'acte sexuel, nous sécrétons de la lulibérine, qui est l'hormone de l'acte sexuel et celle qui fait que lorsqu'on a commencé, on a envie d'aller jusqu'au bout, sinon on est très frustré. Juliette et John approchent de l'orgasme. Leurs deux cœurs battent à 150 pulsations par minute. La partie la plus interne du vagin se dilate encore. L'utérus remonte un peu pour mieux attirer le sperme. Un paroxysme de plaisir se déchaîne. Les muscles du périnée et du vagin se contractent toutes les 0,8 secondes.
La tension musculaire est à son maximum et c'est l'explosion de l'orgasme. Le 7e ciel, le nirvana des amants. C'est lui, c'est l'homme de ma vie. Dans le dernier volet des secrets de Cupidon, nous verrons aux côtés de Juliette pourquoi la passion nous attache parfois jusqu'à l'obsession, voire à l'addiction. J'en veux plus de pas te voir. Juliette en oubliera-t-elle qu'elle est fiancée à Bastien? Nous comprendrons comment surviennent les dérives de l'amour, la jalousie, la rupture et le manque, qui peut conduire au désespoir. Je deviens dingue. Juliette saura-t-elle éviter les embûches et mener son odyssée amoureuse à bon port en faisant le meilleur choix?